Alors Chris Millennium, bonjour. Bonjour Sylvain. Alors on se voit tous les deux par le truchement de Piero San Giorgio pour la sortie d'un livre. Je vais te laisser dire le titre parce qu'il est assez compliqué. Alors le titre c'est NRBC, survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. D'accord, tout un programme. Justement, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi je suis ancien spécialiste du GIGN, donc le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. J'étais spécialisé dans le NRBC, donc comme on vient de le dire dans le titre, NRBC c'est le sigle qui veut dire nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Et je travaille maintenant à l'étranger en tant que conseiller, toujours dans le même domaine. Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as rencontré Piero, par quel biais, comment est venue l'idée de ce livre? C'est assez simple en fait. Je me suis retrouvé à lire Rue Barbare, donc écrit par Piero San Giorgio, et il y avait un petit complément sur le NRBC dans son livre, mais c'était vraiment à mon goût trop simplifié, donc je l'ai recontacté, je me suis présenté, j'ai dit bah voilà Piero, on pourrait écrire carrément un livre rien que sur le NRBC, qu'est-ce que t'en penses? Il a aimé l'idée, et puis on a commencé à écrire, à échanger, et puis au final on a fait ce livre à deux. Et là, on a un livre qui fait un peu plus de 450 pages, donc pas mal d'éléments. On va rentrer du coup dans le bouquin qui sort aujourd'hui, parce que la vidéo sera diffusée le jour même de la sortie du livre. Donc dans le livre, le premier chapitre, c'est sur les risques nucléaires et radiologiques. Oui. Alors est-ce que tu peux déjà un peu expliquer ce que sont ces risques-là, et ensuite on rentrera un peu plus dans les détails. D'accord, alors pour le plan, on s'est dit tout simplement suivre le sigle NR, donc nucléaire radiologique, et puis après on va avoir le biologique et le chimique. Donc nucléaire radiologique, hein, ce sont deux phénomènes qui sont assez proches, le nucléaire étant plus ce qu'on voit à Hiroshima, la bombe atomique, ou alors dans les centrales nucléaires, et le radiologique ce sont toujours des phénomènes avec des radiations, mais à des niveaux qui ne mettent pas en jeu des réactions en chaîne. Donc on ne va pas avoir de dégagement de chaleur, d'énergie, d'explosion, mais par contre on pourra quand même avoir des effets de rayons gamma par exemple sur le corps, et ça peut quand même être très nocif. D'accord. Et est-ce que la France aujourd'hui est en proie à ces risques-là concrètement? En proie? Tous les pays industrialisés sont en proie, puisque tous les pays travaillent avec des sources radioactives, que ce soit dans les laboratoires, dans les hôpitaux, dans l'industrie. On a ce qu'on appelle des gammagraphes, ce sont des appareils qui permettent de faire la vérification des soudures sur les pièces métalliques. Donc c'est très fréquent dès qu'on a des pipelines ou alors même dans l'aéronautique. Donc oui, au niveau radiologique, il y a des risques. En France, il y a quand même un système de régulation qui est plus que correct, mais le risque nul n'existe pas. Et au niveau du nucléaire, on va oublier l'armée parce que les missiles, c'est quand même quelque chose qui est normalement sans risque pour le pays, normalement. Mais au niveau des centrales nucléaires, on voit bien que les centrales nucléaires vieillissent. Après, on voit que EDF a des soucis financiers en ce moment, mais les centrales nucléaires sont quand même sur un système normalement sûr. Et ça fait partie du risque nucléaire pour la France. Parce que si j'ai bien tout compris, dans les centrales nucléaires, on ne peut pas les fermer en fait, on ne sait pas arrêter une centrale. Si, on sait l'arrêter, mais ça coûte extrêmement cher et c'est compliqué. Donc lorsqu'on veut, en général, lorsqu'on va changer une partie du combustible, on va le changer justement peut-être par tiers ou jamais entièrement, pour laisser toujours un petit peu de radioactivité, et on remplit petit à petit, et on fait comme ça, on tourne en fait. On fait des cycles. Est-ce que tu as connaissance d'événements, soit radiologiques et ou nucléaires, qui ont eu lieu en France et qui auraient pu avoir causé quelques problèmes à la population? Non, pas vraiment. De toute manière, en France, on a ce qu'on appelle l'ASN, c'est l'organisme de sûreté nucléaire, donc l'autorité de sûreté nucléaire pour être plus exact, qui lui recense tous les incidents de ce genre en France. Il n'y a eu aucun événement majeur, on l'aurait su. De toute manière, ce serait parti vite en montée en épingle par les médias de toutes sortes, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Il y a eu quelques petits événements dans les centrales nucléaires, bien méchants. Peut-être quelques sources au niveau du médical qui ont été égarées ou qui ont fui, mais non, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas eu de gros dangers au niveau nucléaire ou radiologique. D'accord. Et dans le livre, est-ce que tu imagines avec Piero San Giorgio des scénarios d'événements justement qui pourraient être complètement. dangereux?
L'idée, c'est en première partie, on fait une sorte de résumé un petit peu scientifique pour expliquer les phénomènes. Alors, c'est toujours compliqué d'expliquer des phénomènes scientifiques à des gens qui ne sont pas scientifiques. En revanche, on a essayé de faire un accès assez simple. Et après cette partie, on va justement faire des scénarios. Donc on met des personnages fictifs en situation. Il leur arrive évidemment des malheurs dus à ces risques NRBC. Et on explique ce qui s'est passé, les conduites qu'il aurait fallu tenir ou ne pas tenir, etc. Donc oui, que ce soit pour le radiologique, le biologique et le chimique, on a fait des petites histoires après toutes les explications scientifiques. Très bien. Est-ce que malgré toutes les connaissances que tu as sur ce thème, est-ce que tu es pour ou contre le nucléaire en général ou en France en général? Alors, personnellement, je dirais que je suis plutôt pour le nucléaire, mais je pense que le nucléaire est une énergie qui doit disparaître, qui doit être remplacée par d'autres énergies. Donc, à notre stade, il ne faut pas se leurrer. Tout le monde a un téléphone portable, tout le monde a un frigo, une télé, un ordinateur. On a besoin d'énergie. On a peut-être les voitures électriques qui seront là dans 2-3 ans, peut-être 5 ans, mais l'électricité, on en aura besoin. Donc, on ne peut pas se permettre de continuer de faire des centrales au charbon, parce que le charbon, c'est encore plus polluant. Le nucléaire, c'est un passage obligé. Peut-être que le prochain, ce sera la fusion ou quelque chose comme ça, mais à mon sens, on arrive à la fin du nucléaire. Et là, il y a eu toute la difficulté, puisque ces entreprises qui travaillent dans le nucléaire, qui avaient des moyens financiers énormes, maintenant, si elles commencent à cesser de produire et qu'elles doivent démanteler toutes les centrales, ça va coûter énormément d'argent. Donc peut-être que ce sera le gros souci majeur dans les décennies à venir. Quand tu dis qu'on approche vers la fin du nucléaire, tu penses que c'est plutôt idéologique ou scientifique, ou les deux se rejoignent? Je pense que c'est scientifique. En ce qui me concerne, la technologie avance par bond. On a eu la vapeur tout au début, après le pétrole, le nucléaire, et la prochaine sera que ce soit des énergies comme la fusion froide. Donc je sais qu'il y a beaucoup de reproches parce que ça n'existe pas, peut-être que ça n'existera jamais. Mais si on peut imaginer qu'un jour ça existe, eh ben ça va quand même résoudre beaucoup de problèmes. Ouais. La fusion chaude, donc comme on peut trouver, comme on espère trouver à Cadarache par exemple, le centre mondial sur lequel ils travaillent sur la fusion, devrait remplacer à terme le nucléaire tel qu'on connaît aujourd'hui. Ils estiment ça dans combien de temps à peu près? Le problème, c'est que les estimations sont déjà dépassées, il y a énormément de retard. On ne met pas un pied dans l'inconnu, mais presque, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, il y a une sous-partie qui est intitulée Mythe. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer ce qu'il y a dans cette partie-là? Alors, c'est surtout Piero San Giorgio qui avait tenu à mettre cette partie, mais j'ai aucun souci avec ça, au contraire. Je trouve ça intéressant, c'est qu'on trouve beaucoup de rumeurs vis-à-vis du nucléaire, vis-à-vis du biologique, de choses comme ça. Et on a voulu ou casser ces rumeurs ou dire oui, effectivement, c'est possible. Je n'en citerai qu'une pour pas non plus tout dévoiler, mais il y a beaucoup de gens qui disent, bah oui, si une centrale nucléaire, le cœur fond, il va traverser la Terre et va ressortir de l'autre côté. C'est complètement impossible. Donc c'est ce genre de mythe qu'on essaye de démystifier justement. On voit bien autour de toutes ces questions qu'il y a des fantasmes énormes. C'est pour ça que le livre est intéressant d'ailleurs. Donc du coup, avec la question du nucléaire, moi ce qui m'intéressait, c'est qu'on touche quasiment à un sujet presque mythologique, avec l'atome, qui est vraiment la plus petite partie d'un corps simple, pouvant se combiner avec un autre corps, si j'ai bien compris l'histoire. Les Grecs ont été les premiers scientifiques à le dire, tout est fait à base de petites briques, et les briques c'était les atomes. Et en fait, cette petite brique-là, elle a une puissance évidemment de vie, mais elle a aussi une puissance de destruction. Voilà. C'est ça qui Et ce qui est, je ne vais pas dire marrant, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fonction de nos connaissances scientifiques, l'usage de cette radioactivité a évolué. Par le passé, on avait des crèmes contenant volontairement de la radioactivité qu'on se mettait sur le visage en disant bah oui ça tient chaud, mais il n'y avait aucun retour d'expérience sur la dangerosité des rayonnements. Donc ça évolue. Maintenant, je pense que c'est sûr, les gens ont compris, les gouvernements ont compris, et maintenant la radioactivité elle est prise avec moult précautions. Donc la deuxième partie du livre sur les risques biologiques. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être un peu définir ce qu'est un risque biologique pour les spectateurs? Alors, biologique, c'est tout ce qui est vivant. Donc, ça va être des virus ou des bactéries.
Nous, on va s'attarder principalement sur ce monde du microbiologique, puisqu'on ne va pas parler d'un lion, des choses comme ça, évidemment. Mais on commence avec une explication de la biodiversité, puisque on peut dire que 99% des espèces qui ont vécu sur Terre ont déjà disparu. Donc il y a eu une diversité énorme, et ça continue à évoluer. Même si on le voit très faiblement à notre échelle d'humain, ça continue à évoluer. Et dans ces micro-organismes, que sont les virus, les bactéries, les champignons, ou même certains produits comme les toxines qui sont issus d'êtres vivants, et bien, comme on peut le voir avec les maladies, hein, ces êtres microscopiques peuvent être très dangereux pour l'homme, mais également pour le bétail, les cultures, etc. Dernièrement, on pense à Ebola, par exemple. Ebola, oui, on en parle. La grippe espagnole qui nous vient en tête aussi. Vous parlez un peu de... On parle évidemment d'Ebola dans le livre, hein, puisque c'était l'événement majeur des 2 dernières années. C'est un virus, très peu de médicaments pour le contrer, qui se propage assez facilement. Donc, pour l'instant, ça a été confiné à quelques pays, mais il suffit que le virus mute, qu'il devienne plus facilement transmissible, etc. On peut avoir peut-être une pandémie, on ne sait pas encore. Mais il y a eu tellement de pathogènes, donc de micro-organismes dangereux au cours de l'évolution. Il va continuer à en avoir. Ça mute en permanence, ces êtres minuscules mutent en permanence, et lorsqu'ils ne mutent pas pour devenir dangereux, on n'en entend pas parler, mais les jours qu'ils mutent pour devenir dangereux sur l'homme et se répandre, là on entend parler, comme la grippe aviaire, toutes ces grippes. On pense que la France est un peu épargnée par ce genre de sujet, mais est-ce que, d'après toi, on est menacé, nous aussi, par ce genre de problème? Je pense que personne n'est à l'abri, notamment avec tout ce qui est viral. Les virus sont, en ce qui me concerne, vraiment la plus grande menace. On a eu le MERS récemment également, qu'on a un peu moins entendu parler en Europe, mais c'est le Middle East, donc c'est un virus qu'on retrouvait au Moyen-Orient, et qui lui était aussi mortel dans quelques pourcentages de cas, et on n'a pas entendu parler en France. Mais on le retrouve. En France, on peut avoir, comme on a eu la grippe aviaire qui vient d'Asie et qui vient en Europe. Après, on a tout ce qui est phénomène de militarisation des agents. Sans aller jusqu'à là, on a par exemple des scientifiques qui sont allés réveiller, entre guillemets, la bactérie de la peste, la grande peste noire, qui ont fait 98% du génome, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment réussi à refaire cette bactérie et la rendre vivante. Donc on va chercher des agents qui ont tué un tiers de la population et on les met vivants à des fins de recherche, entre guillemets. Après, on ne sait pas où vont aller les données. Oui, parce qu'il y a aussi le fantasme qui peut être réel à un moment ou à un autre, c'est la guerre biologique. La guerre biologique, alors premièrement, c'est pas accessible à tous les pays, puisque pour faire un agent militaire, ça demande quand même certaines caractéristiques, on en parle également dans le livre. Mais on voit également que les groupes terroristes ont de plus en plus d'argent, de plus en plus de puissance. Si on regarde Daesh, ils ont des moyens quand même assez importants. Ils ont pris d'assaut des universités, des villes entières, donc ils ont aussi eu accès à des documents, peut-être même des échantillons, plein de choses de ce genre. Tu vois pas ça arriver dans l'avenir? T'as pas une peur particulière par rapport à ça? Non, je n'ai pas de peur particulière parce qu'on peut pas vivre, enfin, je pense qu'on peut pas vivre dans la peur permanente, sinon on ne vit plus, au contraire. Si ça doit arriver, eh ben, il n'y a pas grand-chose à faire, hormis quelques conseils d'hygiène, etc. Alors, les plus durs d'entre nous vont dire « Ah bah oui, il faut s'isoler, et puis on survit pendant des mois le temps que ça passe. » Oui, effectivement, c'est possible. Maintenant, une maladie qui éradiquerait 90% de la population, là, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un livre assez dur à lire, ou c'est un livre qui... Alors, non, je pense pas. Les quelques retours qu'on a eus, c'était plutôt une ouverture d'esprit. Ouais. Donc, on ne cherche pas à faire peur. On ne va pas non plus cacher la réalité. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas dire « Ah bah non, Ebola, c'est rien ». Maintenant qu'Ebola soit en France, c'est moins susceptible d'arriver que si on habite en Afrique, forcément. Ouais. Alors, on va arrêter là pour la partie biologique. Donc ensuite, dans le livre, il y a une troisième partie sur les risques chimiques. Oui.
Bah là, pareil, moi j'ai tout de suite pensé aux guerres en fait. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est les guerres chimiques. En fait, on va plus loin que ça, on repart un peu dans le passé, puisque la guerre chimique, aussi biologique, hein, puisqu'on a des exemples d'empoisonnement de puits dans l'Antiquité, ça a été déjà utilisé. On a aussi des exemples dans une ville romaine assiégée par des Perses. Ils avaient mis des gaz toxiques dans les tunnels pour tuer les sapeurs, et ça a bien fonctionné. Donc la guerre chimique, ça existe depuis quand même l'Antiquité, et ça a bien évidemment évolué au fil des connaissances scientifiques. Donc les grands événements majeurs se sont effectivement produits lors de la guerre 14-18. Et là on parle bien évidemment de ces événements dans le livre. Alors ça fait quand même 3 grosses parties avec beaucoup de risques et de dangers. Oui. Mais il y a une 4e partie justement qui est intéressante dans le livre, qui propose des techniques à la fois de réaction et de protection qui peuvent être données au lecteur justement. Voilà. Est-ce qu'on pourrait donner quelques exemples? Alors ce sont des conduites à tenir générales, donc beaucoup de bon sens et aussi du respect des consignes. Parfois lorsqu'il y a un incident dans une usine à côté de chez vous, il vaut mieux se calfeutrer dans sa maison, mettre du scotch sur toutes les ouvertures, attendre que le nuage passe, et puis après ça va aller. Plutôt que de paniquer, de prendre des enfants, d'aller dans la rue, et là où ça va mal se passer. Donc on fait plutôt un rappel de ces conduites de bon sens, et puis après on donne quelques éléments un peu plus précis. En cas de contamination, comment on va se décontaminer, comment on va retirer ses vêtements, quels produits utiliser, etc. C'est vraiment un guide pratique finalement, le dernier chapitre. Voilà, alors les premiers chapitres étaient théoriques avec du scientifique, entre guillemets, hein, ça reste accessible à tout le monde normalement. Des petites histoires pour bien mettre dans le contexte. Et cette partie conduite à tenir et équipement, hein, puisque elles sont un petit peu liées, vont donner au lecteur les moyens de réagir ou de se protéger. Et ensuite, il y a une petite partie qui est intitulée Kit et équipement, où là, j'imagine, vous donnez des pistes. Ce que je disais exactement à l'instant, les deux sont liés. Hein, puisqu'on va avoir des conduites à tenir, mais si on a de l'équipement, les conduites vont être un petit peu modifiées, elles vont être améliorées normalement. Donc on se retrouve avec ces 2 chapitres qui vont vraiment permettre au lecteur d'envisager une protection, ou tout au moins de réagir de manière adéquate. C'est ce qui est intéressant, c'est que vous ne faites pas que alarmer la population gratuitement, à la fin quand même vous proposez des... C'est dommage de dire vous allez tous mourir et on ne peut rien y faire, donc non, c'est pas du tout le but. Hein. Au contraire, je pense que le but est complètement l'opposé, c'est vraiment de dire il existe des risques, même près de chez vous. Il suffit qu'un camion transportant par exemple des produits chimiques volatiles se renverse à 500 mètres de chez vous, vous allez avoir un nuage toxique. Vous êtes dans un petit village qui ne connaît rien à ça parce qu'il n'y a pas d'usine dans le coin, les gens vont être paniqués. Donc on donne quelques éléments à ce sujet également. Après, le fait d'avoir en deuxième partie des consignes et du matériel, ça peut être une paire de bottes parfois, ça peut être même une sorte de kawé, des choses comme ça. Donc après, donner ces éléments, ça permet à ceux qui veulent aller plus loin ou qui sont dans des zones à risque de développer leur manière de réagir. On conseille la lecture de ce livre, dont tu peux rappeler le titre peut-être. Oui, c'est NRBC, Survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Est-ce que tu as un petit mot de la fin avant la fin du monde? Avant la fin du monde, mais je souhaite qu'aucun événement majeur ne se produise, hein, parce qu'on a également le facteur chance. On se promène, prenne un camion qui explose, bon bah c'est terminé, et voilà. Et puis ceux qui voudront lire le livre, je pense qu'ils se sentiront dans un sens rassurés, puisque ce qui fait peur également c'est l'inconnu. Lorsqu'on parle à beaucoup de gens, qu'est-ce que c'est que les rayons gamma, tout ça, ça peut faire peur, le virus Ebola, ça fait peur effectivement. Lorsqu'on comprend, le danger est toujours réel, mais le fait de comprendre et de réagir, je pense que ça peut aider les gens. Et bien merci Chris Millennium. Voilà Sylvain. À bientôt. Je te remercie, à bientôt.